Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce talk. Ce talk, c'est l'occasion de discuter ensemble avec des créatifs en tout genre, les créatifs du 59 Rivoli. Alors ces créatifs, ils exposent ici, dans la galerie du 59 Rivoli, et dans le cadre de l'exposition, Idée à l'œuvre, l'œuvre idéale. Voilà, ces talks, c'est une série de rencontres pour plonger dans les coulisses de la création, là où l'idée devient un geste, une matière et parfois une utopie collective. Alors, je suis aujourd'hui avec Marianne Herold. Marianne Herold, merci d'être présent ici pour ce talk. Peut-être pour démarrer un peu cette discussion libre et ouverte, comment vous définiriez en tant qu'artiste, comment, voilà, quelle pratique vous mettez d'abord en avant, et puis depuis combien de temps vous êtes ici au 59? Peut-être Rold. Ok. Du coup, moi, j'ai commencé ma résidence ici en avril 2024 et je suis resté à peu près un an, en comptant après avec le système des remplacements, etc., en cumulé. Et si je devais résumer ma pratique en quelques mots, je fais des portraits au pastel à l'huile et un peu à l'acrylique aussi sur des fonds noirs. Et c'est un peu l'une des parties, disons, invariantes de ma pratique depuis le début. Et il y a souvent un ou deux personnages qui évoluent dans des environnements assez, avec assez peu d'objets ou d'éléments de décor. C'est assez sobre et épuré. Voilà. Marianne, peut-être. Alors, Marianne, peut-être. Alors, je suis arrivée début janvier 2018. 2018, oui. Pour une résidence, comme tout le monde. Après, j'ai eu le parcours classique, résidente temporaire, puis remplaçante. Et puis, un beau jour, j'ai été nommée permanente. Voilà. Ok. Et toi, comment est-ce que tu mettrais quel mot pour décrire ta pratique artistique? Quel mot au pluriel, je pense, d'ailleurs, pour toi particulièrement? Polymorphe. Ok. J'ai trouvé ce mot il n'y a pas longtemps. Ça marche très bien, polymorphe. Parce que pluridisciplinaire, il y a le mot disciplinaire dedans et ça ne me plaît pas du tout. Et tu dis pluridisciplinaire, pourquoi? Parce que du coup, toi... Non, j'aime pas pluridisciplinaire. Alors, t'aimes pas, tu dis polymorphe. Je dis polymorphe. Polymorphe. Parce Maintenant. qu'on y retrouve plusieurs pratiques différentes. Est-ce que tu arriverais à nous dire lesquelles? Peinture, écriture, peinture, sculpture, broderie, performance, mime, marionnette, etc., etc. C'est très complet. Tout ce qui passe par la tête, en fait. Okay. Toi, Rold, c'est principalement ce que tu nous as décrit qui est dans ta pratique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent soit compléter ce que tu fais, soit qui viennent alimenter l'idée de ta pratique, ou qui viennent juste alimenter ta pratique en général? Non, assez peu. En fait, si je peux penser à la rigueur à deux contre-exemples. Une fois, et d'ailleurs dans le cadre du 59 Rivoli, il y a eu une exposition organisée pour les artistes en Autriche. Et là, en fait, il y avait une spécificité du format, c'est-à-dire qu'on devait produire quelque chose sur du bois. Et donc là, j'ai produit une toile où c'était essentiellement de l'acrylique. Il n'y avait pas eu tout de pastel à l'huile et c'était la première fois que je faisais ça, du coup, comme ça. Et après, de temps en temps, d'ailleurs aussi ici, parfois ça m'arrive de faire des espèces de performances où c'est des sessions un peu de peinture en direct avec c'est accompagné de musiciens et donc de musique. Et dans ce contexte-là, il m'arrive parfois un peu d'écrire des textes qui sont insérés du coup à la musique d'ensemble. Donc, mais c'est vraiment minoritaire. Je dirais que c'est vraiment pas le cœur de ma pratique. Voilà. Très chouette. Donc intéressant de voir aussi qu'il y a j'ai l'impression, notion de plusieurs disciplines qui revient à chaque fois. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas figé dans une pratique éternelle. Dans le cadre de cette expo, Idée à l'œuvre, l'œuvre idéale, peut-être me parler de vous, comment vos idées, elles arrivent? Parce que je vois qu'il y a plusieurs pratiques différentes, qu'il y a plusieurs manières, des fois, dont vous vous exprimez. Comment est-ce que ces idées, elles arrivent? Est-ce que vous les cherchez? Est-ce qu'elles vous tombent dessus? Est-ce que vous les provoquez ou pas? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Elles me tombent dessus, en général. Elles viennent, en fait. Elles tombent pas. Elles sont à l'intérieur et un jour elles sortent, quoi. Elles sont là depuis toujours. Et puis ça sort. Elles sont en toi et tu... Oui, moi je suis très reliée à l'inconscient. Je crois beaucoup à l'inconscient. Et voilà, j'ai des ordres, en fait. Oui, c'est presque quelque chose qui vient te forcer à le faire.
Oui, Sorte de- oui, on n'est pas loin de ça. C'est Ok. vraiment quelque chose. Voilà, je me dis, il faut que je fasse ça. Tiens, il faut que je fasse ça. Et je le fais. Ok. Comme un besoin plus qu'une envie de créer quelque chose. Oui, c'est un besoin mélangé au plaisir. Mais c'est un besoin. Ok. Il y a un besoin, il y a une nécessité. Voilà. Ok. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment C'est- vos idées vous tombent ouais, dessus. On divague et puis paf, il y a un truc qui sort. Ok. Et une fois qu'elles sont sorties, ces idées, est-ce que toi, tu les suis telles quelles, ou est-ce qu'à un moment donné, comment dire, elles viennent se confronter, elles viennent changer, elles viennent, Ah ben elles sortent pas figées. Hein. elles sont pas figées. Il y a un truc qui se passe, il faut que je fasse ça. C'est comme si je tirais un fil en fait. Je vois que le petit bout. Et après je commence et Petit à petit, il y a le. Ouais. Ok, très chouette. Toi, Harold, peut-être comment tes idées arrivent à toi. Moi, il y a un peu, je dirais, deux processus distincts. En fait, pendant assez longtemps, j'aimais bien avoir une espèce de contrôle un peu absolu sur ce que je produisais, dans le sens où, en fait, l'espèce de processus de base, c'était que je collectais beaucoup d'images, soit dans des films, soit sur Internet, avec souvent parfois une thématique déjà en tête. Et une fois que j'avais cette espèce d'ossature, enfin de photos que j'imbrique les unes avec les autres, ensuite il y a le travail de la couleur qui lui est un peu plus spontané. Et en fait, en arrivant ici, j'ai aussi essayé de travailler un peu différemment, en me disant ça pourrait être intéressant d'avoir un travail qui dans une certaine mesure est peut-être plus spontané. Et donc il m'arrive aussi, enfin j'ai lancé une espèce de série de toiles depuis que je suis là, où c'est des plus petits formats et où en fait le processus est différent dans le sens où j'ai pas d'image de référence quand je commence. Et donc c'est plus un espèce d'appel de la couleur et de la combinaison des formes qui me guide vers l'idée directrice de la toile. Et en fait j'aime bien parce que ça donne des résultats assez différents et j'ai l'impression de pouvoir en fait tirer parti de ces deux processus pour potentiellement en fait créer des nouvelles choses, quoi. Il y a une espèce de spontanéité et d'énergie un peu plus brute dans la seconde manière d'aborder ce processus créatif que j'aime bien. Et voilà. Ouais. Tu soulignes un truc que je trouve intéressant. Tu parles à un moment donné de spontané, etc. Quelle place vous laissez-vous au spontané, à l'erreur, peut-être à ce qui dévie de l'idée initiale? Et quelle place vous lui accordez? Est-ce que vous, au contraire, vous cherchez vraiment à suivre une idée, ou est-ce qu'au contraire, il y a du spontané, de l'aléatoire, de l'erreur même, des fois, qui peut être source créative? il y a tout, mais l'erreur n'existe absolument pas. L'erreur, le raté, le moche, tout ça pour moi, ça, c'est pas quelque chose que j'entends en fait. C'est pas quelque chose que je conçois, que je comprends. Il y a pas d'erreur. Il y a ce qui sort. Je sais pas, je suis pas du tout dans la. En fait, je suis pas dans la j'ai pas de technique précise. C'est difficile même à expliquer, mais j'ai pas d'erreur en fait. C'est pas prétentieux du tout. Hein. Ce que je dis, c'est qu'il y a pas d'erreur. Je fais et on y va. Tout ce qui va Tout est arriver, spontané. tout en ce fait. sera le fruit de quelque chose que tu avais envie de dire à un moment donné. Ouais. Ok, Instinctif plutôt que spontané. instinctif. Ok. Je suis plus dans l'instinct. Ok. Et tu dis quelque chose d'intéressant. T'as pas de technique. Pourquoi tu dis que t'as pas de technique? Enfin, je n'applique pas de technique déjà. Comment dire? J'applique pas de technique. J'ai pas appris de technique déjà. Ok. Donc je n'applique pas. J'applique pas de technique. Si un jour je passe à l'huile, par exemple, je vais me débrouiller toute seule. Et ça sera ce que ça sera. D'où le fait que tu estimes qu'il n'y a pas d'erreur, Oui. parce qu'il n'y a pas de code à proprement absolument. parler. Ok, très cool, très cool. Toi, Harold, peut-être pareil aussi. À quelle place tu laisses je veux dire, peut-être l'aléatoire et l'erreur, puisque tu m'as parlé du spontané dans lequel tu lui accordais déjà une grande place, à l'erreur, par exemple, peut-être. Peut-être qu'on a un rapport un petit peu différent à l'erreur parce que moi, dans ce que je fais, il y a un peu parfois une dimension d'avoir des portraits un peu réalistes. Et donc là, il y a un enjeu entre guillemets, de respect des proportions, etc. Enfin, mais en fait, cela dit, souvent, en fait, il m'arrive aussi d'avoir une logique un peu de construction progressive, c'est-à-dire que je peux faire des croquis, des tracés, enfin, un peu, justement, bruts, me rendre compte que c'est pas exactement ce que je fais, enfin, ce que je veux, pardon, mais en fait, sans que ça veut dire, en fait, que je vais tout supprimer. Et en fait, parfois, c'est aussi un peu par la superposition
que je trouve en fait des espèces d'idées de mouvement et d'enchaînement des formes. Donc en fait oui, c'est dans une certaine mesure en fait il faut aussi, je pense, il faut accepter en fait aussi parfois cette espèce d'impression de raté qui est à l'initiative du mouvement, mais souvent parce qu'en fait parfois ça permet de faire advenir d'autres choses, quoi. Alors justement, le raté, en fait, moi je le remplace par, j'ai pas cette notion de quelque chose qui est raté, parce que quelque chose qui est raté, c'est quelque chose qui est foutu, quoi. Quand on jette à la poubelle, je fais brûler mon steak, il est raté. Non. Mais par contre, je peux me dire, là, il y a un truc qui va pas. Ma sculpture ou mon peinture, elle me parle plus. Il y a un truc qui va pas. Alors, c'est peut-être ce que vous appelez le raté, je sais pas. Mais je sens quelque chose qui va pas. Donc, je détruis, je recommence, ou je continue par-dessus, ou je prends un autre chemin, voilà. Moi, mon raté, il est comme ça. Mais je l'appelle pas raté, en fait. Il y a un truc qui cloche. Voilà. Je comprends. Peut-être qu'il y a un côté définitif dans le terme qui est pas oui, voilà, qui oui, est dans pas le pertinent, mot, ouais. ouais. Mais ouais. Voilà. En fait, surtout en fait c'est vrai que ça donne une impression de sanction, alors qu'en fait exactement. Moi puis moi je suis pas dans les mêmes proportions dans ce que je fais. Voilà, si je devais bien sûr appliquer des proportions, évidemment que des fois ça serait réellement raté, quoi, parce que c'est pas ce qui sort de mes doigts. Donc pour moi c'est vrai qu'il y a quelque chose de définitif dans le raté. Oui, en fait, c'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder en fait la pratique en tant que telle, parce que en fait je trouve que l'un des enjeux, enfin parfois il y a des visiteurs qui passent et qui demandent en fait, est-ce que vous avez un peu des conseils à donner, et moi j'aurais tendance à dire que c'est l'un des enjeux importants, c'est de pas en fait de pas rentrer trop rapidement dans une logique de frustration, c'est-à-dire de se dire ok en fait il faut que ce que je fasse ça soit parfait très vite. En fait non, c'est un peu la meilleure manière de se rater, je dirais. Enfin, du coup, justement, enfin il faut en fait tolérer un peu le fait que ça soit un peu un espèce de processus et d'apprentissage assez lent, et oui, et donc intégrer ce qu'on peut percevoir au départ comme une erreur, mais plutôt comme une espèce de source de progrès, finalement. Non, oui, exactement. C'est intéressant. Peut-être que j'ai un autre chemin, quoi. Un autre chemin où, oui. L'erreur n'est pas vraiment une fin en soi. De toute façon, il y a quelque chose peut-être d'intéressant aussi dans vos deux profils, qui est peut-être lié aussi à ce que vous dites. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux autodidactes aussi, dans la manière dont vous créez de A à Z. Et quelle place et quelle force peut-être vous pouvez y trouver, force et faiblesse d'ailleurs peut-être. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être autodidacte ? Pour moi, c'est la liberté absolue de création. Oui, en fait, je pense que dans une certaine mesure, c'est un peu une chance, parce que je pense que, enfin, notamment quand on commence, on peut assez facilement manquer un peu de confiance en soi. Et en fait, qui dit passer notamment par une école d'art, ça veut aussi dire avoir tout un ensemble de modèles et d'artistes en tête qui ont réussi. Et en fait, le fait d'être un peu libéré de tout ça, je pense que dans une certaine mesure, ça aide un peu à creuser un peu ses propres pistes, quoi. Même si ça veut pas du tout dire qu'en fait on n'a pas d'influence ou de référence, mais je pense que ouais, je pense que ça libère d'une certaine forme de pression. Moi, je le vois surtout comme un côté positif pour ça. Et puis, il n'y a rien entre nous, nos mains et notre tête, quoi. Ouais. Il n'y a pas une technique inventée par quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça surtout que j'aime dans le fait d'être autodidacte. Il n'y a pas de filtre entre ce que tu veux dire si j'applique quelque chose qu'on m'a appris, ben il y aura de cette technique-là, c'est difficile à expliquer, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît aussi. C'est que j'essaye de diminuer le plus possible ce qui va se passer entre ce que je ressens, ce que j'ai envie de traduire, et la main qui obéit à tout ça. Oui, est-ce que du coup, ça veut dire que plus on a... Enfin, je suis peut-être un peu volontairement, je rentre dans l'excès, mais plus on a de code, plus on est obstrué par un certain nombre de références. Ça, je pense que ça dépend des artistes. Parce que moi, en disant ça, évidemment, je ne jette pas les cailloux sur les gens qui ont une super technique. Hein. Bien sûr. J'estime qu'il y a des artistes qui en ont besoin. Moi, je n'en veux pas. Okay.
Surtout pas. Mais j'admire justement, enfin j'admire, non, j'aime pas ce mot. J'aime beaucoup les artistes qui appliquent des règles et qui suivent des règles et tout. Moi, je pourrais pas en fait. Ouais, c'est trop de sources de contraintes entre oui, ce que tu veux dire. Mais, moi, ok. je pourrais pas. Ok, mais c'est intéressant. Peut-être aussi de parler, parce qu'on est quand même ici au 59 Rivoli, vos idées ici, elles peuvent naître dans un espace un peu particulier. C'est à la fois un espace où vous créez, c'est d'abord principalement l'espace où vous créez, mais aussi un endroit où il y a du public qui passe. Comment est-ce que ce lieu et le public, par exemple, peut influencer ou non vos idées? Moi, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, ça influence pas trop, en fait. Enfin, il y a un enjeu quand même en termes d'énergie et de concentration et de capacité de concentration, parce que en fait, moi, j'aime bien échanger avec les gens. Je trouve que c'est vraiment l'une des forces de ce lieu. Et donc, en fait, quand il y a des gens qui s'arrêtent un peu, en fait, je vais leur parler parce que je trouve que c'est toujours des opportunités sympas. Et en fait, ça veut aussi dire que ça morcelle un peu le temps de création. Et je me suis aussi rendu compte, en fait, que pour faire certaines parties de mes toiles, notamment celles qui demandent un peu de rigueur d'un point de vue anatomique, en fait, je préfère les faire quand le lieu est fermé. Et de manière surprenante, je me suis aussi rendu compte que quand j'ai commencé à venir dans le lieu quand c'était fermé au public, par exemple le matin, j'avais parfois en fait plus d'énergie pour continuer et rester en fait plus tardivement le soir, parce qu'en fait j'arrivais à aussi mieux séquencer ces temps d'échange et ces temps de création. Donc ouais, je dirais ça. Moi, c'est un peu pareil. Quand je commence une toile ou une sculpture, c'est le matin, quoi, quand il n'y a personne. Je suis incapable de commencer quoi que ce soit devant le public. Parce que justement, je suis en relation avec ce qui arrive et j'ai pas envie qu'on me voie, quoi. Après, une fois que j'ai commencé, que j'ai mis les plus grands traits pour les sculptures, une fois que j'ai mis la tête, là, ça va, ça me dérange pas. Je me dis au contraire, au début, je me disais, bon, t'es en performance, en fait. Les gens, ils viennent pour voir des artistes travailler, donc tu travailles. Ouais, bah oui. Mais je trouvais ça sympa. Parce que ils aiment bien aussi le côté spectaculaire. Et quand je fais des tentures, des grandes tentures, ou des poupées, il y a toujours un moment où on fait couler, on casse et on recommence. Donc ça, c'est des moments qui sont pas aussi intimes que la naissance de quelque chose. Oui, le train qui démarre, quoi, la naissance du projet, là, il faut qu'elle soit brute, quoi. Oui, il faut que je sois toute seule. Ok, je capte. Ok, Voilà, je suis là le matin. Bon, des matinaux, on retient que les artistes ici sont des matinaux au 59. Non, très, très, très chouette. Et peut-être, sur cette étape de l'idée un peu là qu'on vient d'évoquer, à partir de quand vous estimez que l'œuvre est finie, que l'idée a pris fin et ça y est, elle est matérialisée? Quand est-ce que vous dites, ok, cette toile, elle est finie, l'idée est arrivée au bout? C'est pas évident, ça, comme question. Je pense que c'est l'un des aspects les plus durs. Enfin, par exemple, la toile que j'expose ici, pour cette exposition, je l'avais commencé il y a à peu près 1 an dans une performance live qui avait d'ailleurs aussi eu lieu dans la galerie. Et en fait, j'ai changé, in fine, la tête du personnage une semaine avant le début de l'exposition. Enfin bon, c'est pas non plus très représentatif de ce que je fais de manière générale, mais disons qu'en fait, il y a quand même une espèce de tension. Et en plus, la particularité quand même du lieu, c'est qu'en fait, on a perpétuellement nos toiles devant nous. Et ce qui, du coup, accentue la tentation d'y retoucher, quoi. Mais et après, ouais, je sais pas. J'ai pas de réponse très définitive sur le comment ça vient. C'est une impression, je pense, d'équilibre un peu. Enfin, en tout cas pour moi, ouais. Oui, pour les tableaux, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis déjà revenue sur des tableaux, mais c'est que je savais qu'ils n'étaient pas finis. Et je l'ai laissé dans l'atelier et je me disais, elle me parle plus en fait pour l'instant. Et après, j'en ai une en particulier. J'ai rajouté des choses et là, je savais qu'elle était terminée. Par contre, les poupées, les sculptures, il y en a énormément que j'ai repris des années après parfois. Je rajoute des choses, je les monte. Il y en a une qui a pris 2 mètres. Enfin non, elle a pris 1 mètre. Elle fait 2 mètres, mais non, elle est grandie. Les poupées, ouais, je peux leur rajouter des bijoux. Les poupées sont jamais finies comme nous, en fait. Ouais.
C'était un peu ma question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retoucher une œuvre où vous vous êtes dit, OK, elle est finie? Donc, en l'occurrence, oui, c'est déjà arrivé. Ce qui est intéressant. Ce qui peut permettre de basculer un petit peu sur cette partie de l'idéal, parce que l'expo s'appelle l'idéal, l'œuvre idéale. Qu'est-ce qui représente pour vous une œuvre réussie là, dans cette discussion qu'on vient de dire? C'est qu'on a l'impression des fois que c'est jamais fini ou on n'a jamais atteint ce qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qui représente pour vous? Quand est-ce que vous, devant une œuvre, vous dites OK, celle-ci, je l'ai réussie, celle-ci, elle correspond à ce que j'ai envie de dire, à ce que j'ai envie de donner? C'est encore une fois assez difficile à dire parce que en plus c'est assez changeant. C'est-à-dire que moi il y a des œuvres qui une fois terminées me plaisent beaucoup et je les laisse quelques mois de côté et après je me rends compte qu'en fait ça va pas du tout et il faut que je reprenne tout. Mais ouais, en fait peut-être que aussi en ça il y a le fait que ce soit un lieu qui soit du coup ouvert au public en permanence dans une certaine mesure. Ça permet aussi un peu de nourrir son propre regard sur ses toiles en fait parce qu'en échangeant avec le public on a aussi un peu la possibilité de aussi parfois mieux exprimer ce qui est à la racine de la création et en fait moi parfois je me suis fait cette réflexion là de me dire en fait ouais plus j'en parle plus en fait j'ai aussi une espèce d'attachement à l'œuvre qui se développe et c'est aussi un des aspects positifs je trouve de cet endroit. Ouais. Enfin, ouais. Oui, moi, c'est quand les gens sont touchés, en fait, Okay. je me dis, c'est bon, t'as fait le boulot. Okay. Ça, c'est primordial, en fait. Et c'est très drôle parce que parfois, il y a je reviens aux sculptures poupées, c'est quand même un travail très particulier. Quand je pose une nouvelle poupée, parfois, il se passe plusieurs semaines avant que les gens la voient. Ok. Par peur de montrer le travail Non, elle est dans l'atelier, okay. Mais les gens ne la calculent pas. Okay. Je la change de place et là, ils la voient. Et ça, c'est assez drôle. Mais sinon, les tableaux, ouais, je sais qu'ils sont... Rien n'est jamais fini. C'est comme nous, on n'est jamais fini, en fait. Ah ouais. Mais quand il y a une réception de la part des visiteuses ou des visiteurs, pour moi, je me dis, OK. C'est intéressant, la place du regard, en fait, j'aurais envie de dire. Le regard, pour vous, peut être aussi un élément de « OK, j'arrive au bout de quelque chose ». OK. OK, parfois, ouais. Oui. Après, parfois, à l'inverse, il y a certaines toiles que j'aime beaucoup et sur lesquelles les visiteurs ne s'arrêtent pas du tout. Et là, j'aurais tendance à dire que les gens ne comprennent rien, mais mais oui, non, si, en fait, évidemment, ça joue, ouais. Ça joue, le regard joue, ouais. Faut les changer de place. Ouais, c'est vrai que ça change. Moi, je change tout le temps, tout de place. C'est intéressant, ça, peut-être, de parler aussi un peu de vos espaces, un peu de travail, enfin d'expression même. Vous les aménagez aussi en tant qu'œuvre, de façon générale, ou pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est un endroit où juste vous exposez, où votre atelier est aussi aménagé de façon pensée. J'ai l'impression que c'est un peu le cas là dans ce qu'on se dit, surtout chez toi, Marianne. Oui, moi, c'est ma tête, en fait. C'est oui, moi c'est je sais pas comment, c'est une pièce de mon esprit. Hein. J'ai besoin que les choses soient là. De temps en temps, je change de place. Je change tout de place. Il y a tout qui tourne. Et je suis en train de le faire d'ailleurs. Voilà, c'est chez moi, quoi. Chez moi, mais à l'intérieur. Mais Ok, tu le penses aussi et tu l'aménages de façon... oui, je réfléchis pas trop. Hein. Ok, c'est spontané, ça reste... En règle générale, de toute façon. Toi, Harold, est-ce qu'il y a aussi un aménagement particulier dans ton atelier? Bah, en fait, moi, l'une des particularités là, du dernier emplacement que j'ai fait, c'est que donc, j'étais au 4e étage et j'étais juste à côté du musée Igor Balu. Et donc, c'est l'espace qui est le plus saturé d'informations de l'endroit, enfin du 59 Rivoli. Et en fait, par opposition, je trouvais ça intéressant d'avoir du coup un format de présentation des œuvres qui soit beaucoup plus épuré en fait. Et dans une certaine mesure, en fait, je me suis posé la question à un moment donné de me dire en fait, est-ce que c'est vraiment l'espace qui s'y prête, enfin, ou est-ce que parce que dans une certaine mesure, ça ressemble à un affichage un peu classique de galerie, enfin en white cube, et c'est moins l'essence du lieu. Mais en fait, ce qui m'a quand même fait me dire ok, c'est la bonne disposition, c'est que
dans la thématique même de mes toiles, il y a un peu cet enjeu de personnages qui ont un peu du mal à s'incarner, enfin qui semblent un peu flotter, et du coup accentuer cette espèce d'isolement en les présentant de manière assez neutre dans des cadres un peu noirs et rigides, et par ailleurs en étant du coup sur des murs blancs. Je trouve que ça, in fine, ça participe un peu au discours aussi des œuvres. Donc voilà. Et là, je trouve en plus ouais, c'était marrant cette espèce de conjonction de contraste entre les deux espaces, quoi. Donc ouais. C'est intéressant de voir aussi que c'est un espace que vous pouvez aménager comme vous voulez, qui vous ressemble. Donc, d'en dire quelques mots, je trouve ça très chouette. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler aussi, dans le cadre de cette exposition, de ce que vous avez présenté, et puis peut-être une anecdote ou deux sur les pièces que vous avez pu créer. Je présente 4 poupées, sculptures poupées. Okay. On parle d'elle, ça y est. Elle se réveille. Une anecdote peut-être, la plus petite, ce que j'appelle la petite vieille, elle a été faite sans faire exprès en fait. Okay. J'avais une fin d'argile dans la main et 2 brochettes en bois et j'ai fait la tête, je l'ai plantée dedans et j'ai trouvé magnifique. Elle a 3000 ans et elle a vu beaucoup de choses et du coup je l'ai plantée dans un petit socle en bois, je sais plus ce que c'est, ça doit être un pied de commode ou un truc comme ça. Okay. Et je lui ai fait sa petite robe et puis voilà. Okay. Donc elle s'est cassée la colonne vertébrale 2 fois, j'ai dû lui refaire sa colonne vertébrale parce que les brochettes en bois c'est très fin. Ouais. Mais là elle va très bien. Okay. Elles ont des noms ou pas d'ailleurs Non, il y en a une. Ah bah si, j'ai une anecdote évidemment. Christine. Voilà. Oui, elles n'ont pas de nom parce que j'estime que c'est à celui ou à celle qui regarde de se l'approprier. Quand on donne un nom, pour moi, ça restreint la perspective d'imagination. Mais il y a une exception. Une grande poupée très fine qui doit faire 2 mètres à peu près, 1,80 m, okay. Ah oui. 2 mètres. Et un jour, donc elle est à l'entrée, elle est toute en longueur. Et un jour, il y a une petite fille qui arrive. La maman n'aimait pas trop mon travail, mais laissait son enfant s'approcher des poupées parce qu'il faut dire que les petites filles adorent mes sculptures et qui parfois font peur aux parents. Et moi, j'adore ça. Et cette petite fille elle parlait, mais elle était toute petite, elle était grande comme ça, elle devait avoir 2 ans, quoi, 2 ans, peut-être 2 ans et demi encore. Et elle est restée le cou comme ça, à regarder cette poupée. Et au bout d'au moins 2 minutes, c'est déjà long, elle m'a regardée et elle m'a dit, elle s'appelle Christine. Ah. Alors j'ai dit, ah bah écoute, je te remercie. Parce que moi, elle ne m'avait jamais parlé. La maman n'a toujours pas bougé. Elle a récupéré sa petite fille et elles sont parties. Et j'ai adoré ce moment. Ouais. Donc pareil, là, c'est le public qui, d'une certaine façon... Ouais, et du coup, aussi, elle s'appelle Christine, en fait. Et quand les gens me demandent, je dis, bah si, elles ont pas de... Parce qu'on me demande beaucoup si elles ont des noms, etc. Okay. Et je leur dis, non, mais c'est elle, oui. Elle, c'est Christine. Elle, c'est Christine. Ah, très chouette, ok. Et peut-être de pourquoi cette œuvre, plus qu'une autre, se retrouve ici. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que, j'avais pas trop d'anecdotes en tête, mais sur celle-ci, oui. Donc ça tombe bien, parce qu'en fait, donc c'est une œuvre que j'avais réalisée pour une performance qui avait eu lieu, du coup, je crois l'année dernière. Et en fait, c'était une œuvre qui était un peu pensée en diptyque, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie de créer une espèce de micro-histoire le temps de la performance. Et donc, c'était 2 portraits, un homme. Qui était censé matérialiser une espèce d'action. Et dans le premier portrait, il y avait un homme qui était face à une table, qui avait la main levée, et on pouvait discerner une espèce de mouche posée sur la table. Donc sur le second portrait, il y avait le même homme et la main posée sur la table. Et donc en fait, l'espèce de jeu que j'avais voulu créer avec le spectateur, c'était un truc un peu anecdotique, mais c'était en fait de créer une espèce de tension pour qu'il y ait un peu un enjeu avec le spectateur reste jusqu'à la fin de la performance, parce que en fait à la toute fin, je rajoute la mouche dans le tableau, et ce qui du coup laisse à comprendre qu'en fait l'homme a échoué, ou alors il a tapé la mouche et il y en a une autre qui arrive. Enfin du coup voilà, c'était un peu le jeu, c'était de créer une espèce d'attente autour de l'œuvre, quoi, et de la performance. Et voilà. Et pareil, je donne pas de titre à mes toiles.
aussi pour cet enjeu d'appropriation par le public. Ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent que du coup votre travail soit autant connecté à d'autres pièces que vous avez déjà fait, d'autres productions que vous avez déjà fait, n'importe quelle, quoi que prenne la forme de ces œuvres, hein, est-ce que des fois une œuvre est connectée là, tu parlais donc c'était pensé en trois tableaux, trois productions, est-ce que ça vous est arrivé que voilà une chanson, des mots, une poupée, etc. soit connectée à autre chose? Ah oui. Oui. Enfin, je sais pas toi, mais moi, oui. À des textes, des fois, je crée des œuvres, quelles qu'elles soient, hein, quel que soit le médium, et ça me ramène un texte que j'ai écrit, et je le trouve, et je me dis, waouh, c'est génial, quoi. C'est la prolongation. Les poupées sont la prolongation de mes textes, ça c'est clair. Et les tableaux, c'est une traduction de peut-être même de ce que peuvent pas dire les poupées. Et puis les tentures sont liées, tout est lié en fait. Okay. Moi, tout est lié. Maintenant, mon travail, d'où le mot polymorphe. Ok, oui, d'accord. Plus que pluridisciplinaire. Peut-être reciter aussi. C'est pas séparé, il n'y a pas de séparation. Ok, parce que quand on dirait pluridisciplinaire, tu vois comme une espèce de distinction entre les. Voilà, alors que polymorphe, c'est comme si j'étais plusieurs. Ok. Alors je suis plusieurs, mais c'est moi qui commande. Ok, toi peut-être, Rold. Moi, j'ai l'impression de travailler un peu plus en silo, entre la pratique de la peinture et de l'écriture, mais encore une fois, c'est un peu vraiment dans une moindre mesure. Mais aussi parce que pour moi, il y a un intérêt assez spécifique à la peinture qui est celui qu'on peut quand même plus facilement se cacher en fait. Enfin, il y a une possibilité de se dissimuler dans l'image qui existe moins dans le texte où là, en tout cas dans ce que j'écris, c'est plus transparent sur mes émotions et sur la manière dont on peut comprendre ce qui ressort. Alors que la peinture, pour moi, elle a cette espèce de capacité d'opacité et de résistance que je trouve assez intéressante. Et donc jusqu'à présent, j'ai plutôt fonctionné de manière un peu distincte dans la création. Mais peut-être dans le futur, ça sera pas le cas. Je sais pas. Ouais. Ça donne envie de voir au global dans ce cas-là des fois aussi toutes vos créations au pluriel. Ok, écoutez, on a appris plein de choses aussi sur vous, comment vous travaillez, la naissance d'une idée, votre vision d'un idéal. J'invite le public s'il a des questions à ne pas hésiter à en poser. Parce que nous sommes là pour ça, pour discuter tous ensemble en même temps. Et moi, je vous remercie d'avoir participé à ce talk. J'ai appris plein de choses, c'était très intéressant. Et je rappelle que vos œuvres sont toujours exposées ici, à la galerie du 59 Rivoli, pour l'exposition L'œuvre idéale œuvre. Je vous remercie, merci beaucoup.